Regardez le monde, non pas tel qu'il est raconté, mais tel qu'il est matériellement. Les entrepôts débordent. Les capacités de production excédentaires dorment dans des usines à l'arrêt. Les technologies de communication saturent l'espace. L'énergie, bien que mal gérée, est disponible. La compétence humaine, l'intelligence collective, le désir de créer, de bâtir et d'échanger sont omniprésents. Nous vivons techniquement dans une ère de saturation productive. L'abondance est la réalité physique de ce siècle. Et pourtant, superposé à cette réalité physique, il existe un calque, une grille invisible qui redessine les frontières du possible. Sur ce calque, l'abondance disparaît. Sur ce calque, tout manque. Sur ce calque, des millions d'individus s'épuisent à courir après une unité de compte numérique qui semble se raréfier à mesure que la richesse réelle augmente. C'est la dissonance fondamentale, l'anomalie que l'on ne questionne plus. Comment une civilisation capable d'extraire la matière de l'atome et de cartographier le cosmos peut-elle se retrouver paralysée par le manque de ses propres tickets d'échange? Ce n'est pas une erreur de calcul. Ce n'est pas une fatalité naturelle. Ce n'est pas le résultat d'une incompétence technique. C'est une architecture. L'argent n'a pas été conçu pour faciliter les échanges. C'est la fable que l'on raconte pour endormir la vigilance. Si l'argent servait uniquement à lubrifier l'économie, il serait aussi abondant que les biens qu'il est censé représenter. Si l'argent manque, c'est qu'il doit manquer. La rareté monétaire est une construction artificielle, une digue posée sur un fleuve pour décider qui en aval aura le droit de boire. Ce documentaire ne parlera pas de banque, ni de président, ni de conseil d'administration. Ces entités ne sont que les gardiens temporaires d'une logique qui les dépasse. Nous allons parler de la structure, de ce réflexe civilisationnel qui, depuis des millénaires, transforme l'outil de liberté en instrument de discipline, de cette mécanique silencieuse qui organise la pénurie pour maintenir la hiérarchie. Écoutez le bruit du système. Il ne grince pas, il ne dysfonctionne pas, il tourne exactement comme prévu. Les origines, monnaie et pouvoir. Il faut remonter avant l'histoire écrite pour comprendre le piège. L'histoire officielle enseigne que la monnaie est née du troc, qu'elle est apparue spontanément pour simplifier la vie des marchands. C'est un mensonge fondateur, une fiction commode pour naturaliser le marché. L'anthropologie des profondeurs et les fragments archéologiques racontent une toute autre histoire. La monnaie n'est pas née sur la place du marché. Elle est née dans le temple et le palais. Elle est née comme une mesure de la dette. Dès l'origine, l'unité de compte est un outil vertical. Elle ne sert pas à échanger entre égaux. Elle sert à quantifier ce que le sujet doit au maître, ce que le paysan doit au temple, ce que le vaincu doit au vainqueur. La monnaie est, par essence, une créance. Et pour que cette créance ait de la valeur, elle doit être difficile à obtenir. Observez les premiers systèmes impériaux, l'or, l'argent, le bronze. Pourquoi choisir des métaux rares? Non pour leur beauté, non pour leur inaltérabilité, mais précisément pour leur limitation physique. Si l'on utilisait des coquillages sur une plage ou des feuilles d'arbre, personne ne pourrait contrôler l'émission. L'abondance monétaire dissoudrait le pouvoir politique. Celui qui possède la source de la monnaie possède le temps de travail des autres. Le choix de la rareté n'est pas économique, il est politique. En indexant la survie économique sur une matière rare ou artificiellement raréfiée, la structure crée une obligation universelle, la compétition. Si le moyen de vivre est limité, alors les hommes doivent se battre pour l'obtenir. Ils doivent se soumettre à celui qui le distribue. L'argent devient le lest. C'est ici que la hiérarchie s'installe, non par la force brute, coûteuse, salissante, risquée, mais par la dépendance logistique. Contrôlez le grain, vous contrôlez l'estomac. Contrôlez la monnaie, vous contrôlez l'ambition. Tout au long de l'Antiquité et du Moyen Âge, des systèmes de crédit communautaire, des bâtons de comptage, des monnaies locales basées sur la confiance mutuelle ont existé. Ils permettaient une fluidité étonnante. Mais ils avaient un défaut majeur aux yeux de la structure. Ils étaient démocratiques par nature. Ils ne permettaient pas l'accumulation infinie. Ils ont donc été méthodiquement éradiqués, remplacés par la monnaie du roi, la monnaie unique, la monnaie rare, celle qui oblige à vendre sa terre, son travail et finalement son âme
pour obtenir le droit d'exister dans le corps social. La rareté a été codée dans l'ADN de nos échanges bien avant l'invention de la banque centrale. C'est un choix de civilisation, préférer l'ordre par le manque au chaos de l'abondance. Le système ne vit pas en ligne droite. Il respire, inspirer, expirer, expansion, contraction. On nous présente les crises économiques, les dépressions, les cracks, les hyperinflations, comme des accidents, des tempêtes imprévisibles, des signes noirs. On invoque la cupidité de quelques-uns ou l'erreur de calcul des régulateurs. C'est une lecture naïve. Dans la logique de la structure, la crise n'est pas un dysfonctionnement. C'est une fonction. C'est une phase de maintenance. C'est une récolte. Lorsque l'argent circule trop librement, lorsque la classe laborieuse commence à accumuler de l'épargne, à acquérir de l'autonomie, à ne plus dépendre du crédit pour vivre, le rapport de force menace de s'inverser. L'indépendance économique des populations est un danger mortel pour la centralisation du pouvoir. Alors, la rareté doit être réaffirmée. Le mécanisme est toujours le même, à travers les siècles, qu'il s'agisse de retirer les pièces d'or de la circulation ou de restreindre l'accès au crédit bancaire. On ferme le robinet. Soudain, ce qui était fluide se fige. Les dettes contractées en temps d'abondance deviennent impayables en temps de disette. C'est la mécanique du piège. Observez les grandes dépressions. Regardez les actifs changer de main. Qui perd? Celui qui a besoin de l'argent pour vivre au quotidien. Qui gagne? Celui qui a créé la rareté et qui attend patiemment que les prix s'effondrent pour racheter le monde réel avec de la monnaie fictive. La crise est l'outil de discipline ultime. Elle rappelle à chaque individu sa précarité fondamentale. La peur du déclassement, la peur du manque est un moteur bien plus puissant que le fouet. Un homme endetté, inquiet pour le toit au-dessus de la tête de ses enfants, est un homme docile. Il accepte des salaires plus bas. Il accepte des conditions de travail dégradées. Il ne se révolte pas. Il est trop occupé à survivre. La rareté artificielle agit comme un anesthésiant politique, comme si on entendait le monde depuis les abysses. Il y a eu des moments dans l'histoire où cette logique a été poussée à son paroxysme. Des famines monétaires, des pays entiers regorgeant de ressources, de bras, d'intelligence, mais soudainement incapables de fonctionner parce que les signes monétaires avaient été retirés du jeu. Imaginez un architecte qui a les briques, le ciment, les ouvriers et le plan, mais qui arrête le chantier parce qu'il manque de centimètres pour mesurer les murs. C'est absurde. C'est pourtant exactement ce qu'est une récession monétaire. Ce n'est pas une disparition de richesse. C'est une grève des comptables, ordonnée par la structure. Les inventeurs effacés. Innovation neutralisée. L'histoire est jonchée de cadavres d'idées. Il ne faut pas croire que l'humanité a accepté cette laisse sans bouger. À chaque époque, des esprits lucides ont compris l'arnaque. Ils ont vu que la monnaie n'était qu'une convention et que l'on pouvait changer la convention. Il y a eu des tentatives, des expériences fulgurantes, des villes au cœur de crises majeures qui ont imprimé leur propre argent. Un argent fondant qui perdait de la valeur s'il n'était pas dépensé. Le résultat? Une circulation frénétique. Une prospérité locale immédiate alors que le reste du pays sombrait. Des ponts construits, des routes pavées, le chômage éradiqué en quelques mois. Pourquoi n'apprenons-nous pas cela à l'école? Parce que ces expériences ont été stoppées, brutalement, interdites par la loi centrale, déclarées illégales. Il y a eu des théoriciens de l'abondance, des ingénieurs sociaux qui ont proposé des dividendes universels, non pas comme une charité, mais comme un droit sur l'héritage technologique commun. Ils ont démontré mathématiquement que la rareté était obsolète. Leurs livres ne sont pas brûlés. C'est plus subtil. Ils ne sont simplement pas réimprimés. Ils ne sont pas cités. Ils sont classés dans la catégorie utopie ou curiosités historiques. La structure a un système immunitaire très efficace. Dès qu'une alternative monétaire commence à fonctionner, dès qu'elle prouve qu'une communauté peut prospérer sans passer par le goulot d'étranglement de la monnaie rare, elle est attaquée. D'abord par le ridicule. C'est de l'argent de singe, dit-on. Ensuite par l'argument sécuritaire. C'est dangereux, c'est incontrôlable, cela finance le crime. Enfin par la force légale. L'illusion démocratique s'arrête à la porte de la banque. On peut voter pour la couleur des murs, mais on ne vote jamais pour la nature des fondations. Le monopole de l'émission monétaire est le tabou absolu.
C'est le saint des saints du pouvoir laïque. Regardez les pionniers des monnaies cryptographiques avant qu'elles ne soient transformées en actifs spéculatifs. L'intention première était de briser le monopole, de recréer une monnaie pair à pair, incensurable. Qu'est-il arrivé? La structure ne les a pas détruits frontalement. Elle les a absorbés. Elle a transformé l'outil de libération en casino. Elle a réintroduit la spéculation, la centralisation, les intermédiaires. Ce qui aurait pu libérer est systématiquement retardé, déformé ou marginalisé. La structure ne craint pas la richesse. Elle craint l'autonomie. Elle tolère que vous soyez riche tant que votre richesse dépend de sa validation, tant que votre argent peut être coupé d'un clic. L'interdiction. L'argent cadré. Comment maintient-on une population mondiale dans un système qui la dessert? Par le cadre. La loi est l'architecture de la coercition. Au fil des siècles, la définition légale de la monnaie s'est resserrée comme un étau. Il est illégal de payer autrement. Il est illégal d'émettre. Il est illégal de ne pas utiliser la dette comme moteur. L'impôt joue ici un rôle clé. Ce n'est pas seulement un moyen de financer l'État. C'est l'outil qui crée la demande pour la monnaie rare. En exigeant que les taxes soient payées uniquement dans la devise officielle, la structure oblige chaque citoyen à se procurer cette devise. Vous ne pouvez pas payer vos impôts en temps, en compétences ou en production. Vous devez passer par le filtre monétaire. Cela vous force à entrer dans le marché, à vendre quelque chose, à entrer en compétition. Aujourd'hui, l'interdiction change de forme. Elle devient technologique. La guerre contre le cash, contre l'argent liquide, n'est pas une guerre pour la commodité. C'est une guerre pour la traçabilité et le contrôle total. L'argent liquide est la dernière forme de liberté économique analogique. C'est une transaction qui ne laisse pas de traces, qui ne demande pas de permission. C'est un acte de souveraineté entre deux individus. En le supprimant, la structure ferme la dernière porte de sortie. Tout échange devient une information. Tout achat devient un profilage. Mais surtout, toute existence économique devient conditionnelle. Si votre argent est numérique, centralisé et géré par des entités qui obéissent à la structure, alors vous ne possédez plus votre argent. Vous possédez un droit d'usage révocable. La dissidence devient impossible si elle ne peut plus être financée. L'exclusion sociale n'a plus besoin de police. Il suffit de désactiver un compte. C'est la mort civile par algorithme. La bureaucratie est devenue l'arme ultime. La complexité des règles financières, la lourdeur des régulations, tout cela sert à décourager l'initiative locale, l'échange direct. Il faut des experts, des comptables, des avocats, des licences. Il faut payer le péage à chaque étape. La rareté n'est plus seulement dans la quantité de monnaie. Elle est dans la rareté des autorisations. Il existe une science de l'oubli. L'économie, telle qu'elle est enseignée dans les universités prestigieuses, n'est pas l'étude de la distribution des ressources. C'est la théologie de la rareté. On forme des élites à gérer des contraintes, jamais à questionner l'origine de ces contraintes. Les modèles mathématiques complexes servent d'écran de fumée. Ils donnent une apparence de rigueur scientifique à ce qui est, au fond, une idéologie de contrôle. Où sont les thèses sur la monnaie franche? Où sont les analyses sur le crédit social au sens noble? Où sont les études historiques sur les périodes de prospérité sans inflation des siècles passés? Elles existent, dans les notes de bas de page, dans les bibliographies non traduites, dans les archives de chercheurs indépendants que l'on a qualifiés de marginaux. Ce qui n'est pas transmis cesse d'exister. La structure n'a pas besoin de censurer activement. Il lui suffit de définir le sérieux. Est sérieux ce qui valide le système de dette? Est sérieux ce qui considère la rareté comme un axiome indépassable? Tout le reste est folklorique. C'est une lobotomie intellectuelle collective. Nous avons perdu le vocabulaire pour imaginer autre chose. Si vous parlez de création monétaire citoyenne, on vous regarde comme si vous parliez de magie. Pourtant, la création monétaire bancaire est de la magie, une écriture comptable ex nihilo. Mais c'est une magie réservée aux initiés. Le savoir a été compartimenté. L'historien ne parle pas à l'économiste. L'économiste ne parle pas au sociologue. Personne ne voit l'image globale. C'est ainsi que le secret se garde lui-même, en pleine lumière. Nous arrivons au présent. La structure s'adapte. Elle sent que le vieux monde craque,
que la confiance dans les monnaies fiduciaires s'érode, que la colère gronde face aux inégalités abyssales créées par la planche à billets sélective. Alors, elle prépare la mue. On voit apparaître de nouveaux instruments, des monnaies numériques de banque centrale, des stablecoins régulés, la fintech. Inclusion financière. Les mots sont doux, les interfaces sont lisses, on nous vend de la rapidité, de la sécurité, de la modernité. Mais regardez le code, c'est la même logique, mais blindée. Ce qui nous est présenté comme l'évolution de l'argent est en réalité sa mise en cage définitive. L'argent programmable. Imaginez une monnaie qui décide ce que vous avez le droit d'acheter. Une monnaie qui périme si vous ne la dépensez pas assez vite ou qui se bloque si votre comportement social n'est pas conforme. Une monnaie qui ne peut pas être utilisée à plus de 50 km de chez vous ou qui refuse l'achat de certains biens jugés inappropriés. Ce n'est plus de la science-fiction. Les brevets sont déposés, les tests sont en cours. C'est la réhabilitation contrôlée de l'innovation. La structure prend la technologie qui aurait pu la détruire, la blockchain, le registre distribué, et l'inverse, pour renforcer son emprise. On nous donne l'illusion du choix, des dizaines de plateformes, des centaines de jetons. Mais les ponts, les rampes d'accès et de sortie sont gardés par les mêmes sentinelles. Ce qui est visible n'est jamais ce qui libère. Si c'est autorisé, si c'est promu, si c'est facile d'accès, c'est que cela ne menace pas le cœur du réacteur. La véritable alternative reste dans l'ombre, dans la zone grise, traquée et complexifiée. La rareté change de visage. Elle n'est plus seulement le manque de pièces, elle est le manque d'anonymat, le manque de choix réel, le manque d'échappatoire. Pourtant, malgré l'architecture colossale, malgré les lois, les peurs et les algorithmes, quelque chose résiste. L'argent n'est au fond qu'une croyance. C'est un contrat social figé dans un chiffre. Et les croyances peuvent changer. La structure n'est pas une loi de la physique. Elle n'est pas la gravité. Elle est une construction humaine. Et ce qui a été construit peut être déconstruit ou contourné ou ignoré. L'histoire nous montre que lorsque la pression devient insupportable, la vie trouve des chemins de traverse. Les marchés noirs, les réseaux d'entraide, le troc sophistiqué, les dettes d'honneur, les cryptosystèmes souterrains. La créativité humaine pour l'échange est infinie. La volonté de coopérer est plus ancienne que la volonté de contrôler. Le savoir interdit n'a pas disparu. Il est là, dormant, attendant la prochaine fissure dans le mur. Les crises à venir seront peut-être les plus violentes que nous ayons connues, car la structure se défendra avec l'énergie du désespoir. Mais n'oubliez jamais ceci, la rareté est un mensonge. Le monde est riche, vos mains sont capables, votre temps est précieux. La cage n'est solide que tant que nous acceptons de ne pas voir les barreaux. La valeur, c'est vous. Le reste n'est que du contrôle.